Donc effectivement, moi je vais vous parler de tout ce qui est donc travail du sol globalement comme outil alternatif au glyphosate. Donc je vais commencer en vous posant une petite question. Alors voyez-la plutôt d'ordre mécanique. Qu'est-ce que vous metteriez, on va dire, comme critère important donc au niveau des outils de travail du sol pour substituer du glyphosate? Quels sont les points d'après vous qui sont importants qu'un outil doit faire si on veut substituer le glyphosate? Pardon? Efficacité. Oui, efficacité. Pourcentage de sol travaillé. Oui, par exemple, pourcentage de sol travaillé. Oui, débit. Le coût. Oui, tout à fait. La profondeur. Profondeur, oui. Sous-entendu, être capable d'aller là où on veut. Donc, voilà, j'ai listé quelques-unes, effectivement, alors, qui ne sont pas forcément mises dans l'ordre, mais voilà, ça va rejoindre un petit peu ce que vous disiez. Donc, effectivement, le point principal qui, pour moi, est, on va dire, entre guillemets, le point de départ, c'est effectivement le fait de travailler 100% de la surface, donc d'être capable, avec un outil, de travailler l'intégralité du sol. Contrôle de profondeur, oui, précis, comme vous disiez. Alors, j'indique ici ne pas repiquer les plantes après le travail, sous-entendu, ne pas avoir, on va dire, en gros, un rouleau qui va fortement replomber et qui va un peu nous, on va dire, remettre quelque part les plantes qu'on a déracinées en situation de pouvoir repartir. Essayer de séparer la terre qui est adhérente aux racines. C'est clair que selon les périodes auxquelles on va intervenir, la terre va être plus ou moins adhérente, et lorsqu'elle est adhérente et qu'elle va le rester relativement longtemps, la plante, en gros, ne pourra pas se dessécher. Essayez effectivement aussi de laisser les plantes détruites à la surface du sol, c'est aussi une façon un peu de le protéger. De éventuellement aussi fragmenter les végétaux plutôt en petits morceaux. Et puis c'est vrai que si on est dans un objectif plutôt de type ACS au sens strict, donc voilà l'aspect de bouleversement de sol, donc en disant on ne remue pas du tout le sol, notamment par rapport à la compatibilité ACS, mais aussi sur le fait de je ne stimule pas de nouvelles levées. Je ne travaille pas, donc je ne stimule pas ou très peu de nouvelles levées. Alors par rapport à ça, globalement, effectivement, sur l'aspect travail du sol, j'imagine, comme en gros partout, deux grandes, entre guillemets, typologies d'outils que vous avez classiquement en travail du sol de type interculture, des outils à disque, des outils à dents. Donc si on fait très schématique et un peu avec des critères, notamment pour se rapprocher de mon premier point là, un outil à disque, en gros, il va se caractériser souvent par en termes de caractéristiques, par un certain diamètre, un angle de travail la plupart du temps, puis effectivement une profondeur. Sauf que effectivement, ça, la façon dont ça travaille, c'est la profondeur en gros. La profondeur en gros de travail va donc être directement liée à la corde, donc en gros à la longueur de la corde. Donc en gros, effectivement, plus je vais travailler superficiellement, plus je vais avoir une corde qui va être faible. Et donc au final, plus je vais avoir des bandes travaillées qui vont être faibles, et donc un pourcentage de sol travaillé, alors là c'est du calcul théorique bien sûr, mais qui va être aussi en relation. Donc il y a à avoir en tête que plus on va travailler profondément avec un outil à disque, plus on va aller vers des bandes travaillées qui vont être importantes, et plus on va se rapprocher en gros d'un travail sur 100% de la surface. Ça c'est effectivement relativement simple à comprendre, sauf que, je dirais, dans vos outils à disque, vous n'avez pas deux qui ont les mêmes caractéristiques en termes de diamètre, en termes d'angle. Globalement, les cartes. Alors, je suis plus sur la typologie de disque indépendant, là, qui, je pense, est globalement ce que vous avez dans toutes vos fermes. Donc, effectivement, en gros, plus on va travailler creux, plus on va aller vers du travail qui va être satisfaisant, avec le bémol de, voilà, il n'y a pas deux qui ont les mêmes caractéristiques, et que, en gros, selon la typologie sur laquelle on est, on peut avoir, c'est un peu le cas de figure que j'ai ici, par exemple, voilà, des situations où potentiellement on peut ne pas arriver à faire 100% de la surface du sol. Donc là, c'est effectivement mon graphe qui, par rapport à la profondeur de travail qu'un abscisse, représente aussi en ordonnée donc la proportion de sol travaillé. Et on voit effectivement bien ce phénomène. Donc on voit là en gros avec donc, la profondeur, le pourcentage de sol travaillé qui est directement proportionnel à la profondeur. Et où là, par exemple, si je prends un peu les données constructeurs, voilà, globalement, on peut ne pas arriver à faire 100% de sol travaillé. Et on a surtout, je dirais, par rapport à la façon dont c'est fait et au phénomène, entre guillemets, physique,
de dire, voilà, selon la profondeur, on a une certaine longueur de corde et donc on a un certain pourcentage de sol travaillé. Bon, voilà, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus, on va dire, facile et intuitif pour vous, pour savoir, voilà, en gros, est-ce qu'on va être capable de faire quelque chose de bien, pas bien. Alors, de façon très basique, bien sûr, c'est je travaille, j'ai un réglage donné, je descends de mon tracteur, je vais regarder le travail que je fais, et puis je me fais, on va dire, entre guillemets, un mini profil, et je regarde en gros si ce que je fais est satisfaisant ou pas. Ça, c'est effectivement quelque chose qui est assez simple à avoir en tête. Mais de façon globale, je dirais, les outils addicts ne vont pas forcément être les outils qui vont être les plus adaptés à faire ce type de travail-là, et qui, globalement, sont surtout on va dire, assez complexes à appréhender en termes d'approche globale. Si je fais le parallèle un peu avec des choses à dents, alors bon, c'est ce que j'ai schématisé, donc c'est très basique. Donc je dirais c'est relativement simple, hein. En gros, on a des pièces travaillantes qui sont avec en gros des padois ou des ailettes qui vont avoir une certaine largeur. Donc en gros, chaque pièce travaillante donc, va être responsable donc, de bandes, entre guillemets, qui vont être faites. Et puis bien, effectivement, souvent, ces outils-là, on va dire, sont faits en plusieurs rangées. Et donc voilà, on a effectivement des dents qui sont réparties de façon à couvrir donc l'intégralité du travail. Et on a quelque chose qui est relativement simple à avoir en tête, c'est en gros donc des largeurs des bandes travaillées donc en lien avec les différentes dents, donc qui vont donc au fur et à mesure de l'outil donc venir se chevaucher les unes aux autres pour faire quelque chose qui va être travaillé donc sur 100% de la surface. Et là, je dirais, les choses sont quand même relativement simples à comprendre hein, et à intuiter. C'est donc en gros la largeur de travail des ailettes, forcément, doit être supérieure aux écartements entre dents. C'est quand même relativement, effectivement, très simple à avoir en tête. Et avec, on va dire, deux petits bémols ou des petites choses oui, aussi à penser, c'est l'histoire de rigidité des dents. Est-ce que je suis sur des dents qui vont être très rigides? Est-ce que je vais être plutôt sur des dents qui vont être vibrantes? Des pièces qui vont s'user, bien sûr, et éventuellement de la position qui peut éventuellement bouger un petit peu sur les poutres au fur et à mesure du temps, ou des choses qui peuvent se dévisser, ou qu'il peut y avoir un peu de jeu, des choses comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça c'est quand même voilà, très simple à mettre en œuvre, ou très simple à comprendre. Et bon, voilà, c'est des choses qui on va dire, voilà, vont être très faciles à regarder, en tout cas, et qui peuvent voilà, concerner ou être des outils qui sont des outils entre guillemets anciens sur la ferme qui vont être équipés correctement. Alors si je fais un peu un état des lieux assez rapide de ce que je considérais être donc, les outils candidats à la substitution au glyphosate, donc dans tout ce qui est travail du sol globalement, on leur retrouve effectivement plutôt des choses, comme je le disais précédemment, avec en gros plutôt des dents. Alors qu'elles soient ici, par exemple, le vibro des chômeurs, donc des dents vibrantes, je préciserai un peu par la suite, qu'il soit ici des dents un petit peu plus rigides, donc dans la terminologie que j'ai appelé scalper, que ça soit ici des choses que vous connaissez tous certainement, qu'on a depuis quelques dizaines d'années dans les cours de ferme, donc de type fraise rotative, ou des choses ici un petit peu plus, entre guillemets, récentes ou un peu plus, on va dire, spécialisées, donc en l'occurrence avec donc, du type scalper et puis rotor animé. Donc là, on est effectivement plutôt sur du travail de type interculture, destruction de repousses, ou voire éventuellement des couverts végétaux, donc avec des outils qui vont effectivement entraîner un certain bouleversement de sol. Et puis, donc, comme on le disait ce matin avec les rouleaux couteaux, là, pour détruire les couverts, effectivement, des choses un peu plus spécifiques, ou en tout cas dont le mode d'action sera un peu plus ciblé, donc notamment par rapport aux couverts végétaux, donc de type rouleau broyeur ici, qu'on a pu effectivement aussi regarder, et qui notamment peuvent être intéressants quand on est sur une contrainte, on va dire, donnée, notamment de je ne veux pas du tout bouleverser les sols, je ne veux pas remuer, je ne veux pas travailler, je suis dans un contexte entre guillemets ACS et je veux absolument essayer de me fixer là-dessus. Alors, globalement, si je commence un peu dans les grandes familles là, par rapport à ce qu'on peut, on va dire, voir les choses intéressantes, moins intéressantes, donc si je commence ici par exemple par rapport à tout ce qui est vibro des chômeurs, donc comme son nom l'indique, des dents vibrantes, donc une dent de type vibroculteur, mais qui est plus importante en termes de section. Donc en gros, c'est ordre de grandeur 70 par 12 ou 70 par 13, voire même 80 mm, donc c'est des sections qui sont
plus forte que sur des vibroculteurs de préparation. C'est un outil qui a des dents aussi qui sont en nombre plus faible que sur un vibroculteur. On est l'ordre de grandeur, c'est 6 dents par mètre à peu près là. Donc en gros une dent tous les 16 cm, avec en gros des pas de doigts globalement qui équipent ces machines-là. Donc on a une offre en termes de constructeurs qui est, on va dire, ultra importante et un peu comme tous les phénomènes classiques en agricole et autres, quand il y a quelque chose qui marche, qu'il y en a un qui sort une machine et qui fonctionne, je dirais globalement tout le monde se met dans tout le monde se met dans la voie et globalement sort quelque chose qui est relativement similaire, donc c'est vrai. Donc qui bouleverse le sol aussi, oui c'est vrai, dont la puissance nécessaire, on va dire, n'est pas ultra importante, mais bon, est quand même en gros un petit peu là, avec effectivement des niveaux d'efficacité, notamment par rapport aux différents types d'espèces, là, donc des graminées, donc stade A, stade C. Stade A, c'est en gros graminées très peu développées, 1 à 2 feuilles. Stade C, c'est des graminées qui sont en plein talage, début montaison, donc qui sont beaucoup plus délicates, et où effectivement, là, on voit bien, je dirais, dans tout ce qui est outils non animés, voilà, c'est souvent effectivement là que le bas blesse, et là où on a globalement des niveaux d'efficacité qui sont quand même plutôt assez moyennes. Et pour voilà, quelques ordres de grandeur, notamment dans des choses qu'on a pu mesurer dans des essais, voilà, ordre de grandeur 6 hectares en termes de coût, à des vitesses d'avancement de l'ordre de 10 ou 11 km/h, bon, voilà, des choses qui sont plutôt on va dire assez moyennes, enfin moyennes, satisfaisantes, donc avec, voilà, en termes d'avantages, travail des dents vibrantes, donc en termes de polyvalence, hein, avec de la terre qui est remuée, qui est un peu bouleversée, donc notamment par rapport à l'aspect destruction intéressante, qu'on peut avoir effectivement des configurations où on peut faire du travail sans rouleau, donc avec un contrôle de profondeur qui est performant, c'est-à-dire en gros des roues devant, des roues derrière, donc quelque chose qui globalement reste quand même assez simple en termes de conception, et puis effectivement des consos de carburant qui sont bon, pas très importantes. Après je dirais, voilà, c'est entre guillemets les bémols classiques qu'on va retrouver sur tout ce qui est outils de travail du sol à dents, hein, donc notamment tout ce qui est problématique bourrage par exemple quand on est sur des adventices ou des couverts qui vont être rampants, ou par rapport à des grosses biomasses, devoir enlever une partie de la biomasse pour pouvoir passer l'outil. Et puis effectivement la problématique éventuellement d'usure qu'on peut avoir dans des sols qui vont être usants. Donc ça c'était effectivement donc, plutôt des vibro-déchômeurs. Donc globalement, pour faire très rapide et relativement simple, en gros au scalper on va retrouver globalement les mêmes grands ensembles ou grands enseignements. La différence près, c'est surtout sur l'aspect de type d'organe qui est utilisé, donc notamment la dent. Tout à l'heure, donc on est sur une dent vibrante, cette fois-ci on est sur une dent qui est plus rigide. Donc là par exemple, ici c'est, vous voyez, un schéma que j'ai repompé sur une brochure de chez Lemken, là, sur le dernier déchômeur qu'ils ont utilisé, où on a effectivement un étançon qui est très droit, une dent qui est rigide, et avec effectivement un phénomène de travail qui est entre guillemets du scalpage pur, qui s'accompagne relativement peu de terre qui va être, qui va être remuée, bouleversée ou qui va être mélangée. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, avec des éléments qui sont assez proches, hein, que ça sera l'offre. Bon, l'offre gémivert sera peut-être un petit peu en dessous, peut-être un petit peu moins, mais voilà, ça bouleverse du sol. En puissance, globalement, on est sur des choses similaires. Et globalement, voilà, sur les aspects efficacité par rapport aux adventices, on a des choses qui sont assez proches aussi, avec, on va dire comme précédemment, voilà, le bémol par rapport aux situations des graminées qui sont très développées. Et voilà, globalement, on retrouve à peu près effectivement les mêmes grands, on va dire, avantages inconvénients par rapport à ce que je mentionnais tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu préfères qu'on pose des questions à la fin? Oui, à la fin, oui. C'est mieux. Là, par exemple, si on est sur un truc un petit peu différent, donc de type fraise rotative, donc ça, je pense que vous avez tous en tête la façon dont ça travaille, donc outil animé prise de force, qui, on va dire, a été quand même passablement, enfin, qui existe depuis très longtemps, mais qui a été un peu mis de côté pendant pas mal d'années et qui revient un peu depuis, allez, je dirais en gros 4-5 ans, notamment un peu en lien avec le développement de l'agriculture biologique. Donc effectivement, l'offre globalement aujourd'hui, elle est quand même plutôt assez faible. On a par exemple Kuhn qui a un outil de ce type-là, et après, je dirais, c'est surtout les constructeurs italiens qui sont très forts dans ce domaine-là, des outils animés. Donc là, c'est clair que ça va bouleverser du sol. C'est vrai aussi qu'on aura une puissance nécessaire qui va être plus importante que ce qu'on avait précédemment. Et c'est vrai aussi qu'on va avoir globalement des choses qui seront, de par le travail, l'agressivité du rotor notamment,
voilà, être capable d'être plus satisfaisant. En tout cas, on sera un cran de mieux, on va dire, en termes d'efficacité, notamment par rapport aux situations délicates là qu'on avait tout à l'heure sur les graminées qui sont très développées, talées, hein, ou type les prairies par exemple, ou des couverts végétaux, des choses comme ça, où le travail et l'agressivité va faire que vous voyez un peu ici la situation. Voilà, on a un mulch en gros qui est fait en un passage, où on a le couvert, ou on va dire le support végétal en gros qui va être déchiqueté et déchiqueté et mélangé en gros sur la profondeur de travail globalement de la machine. Donc plutôt des petits morceaux donc, qui vont être fractionnés et donc qui vont être mélangés avec la terre. Avec voilà, des consos qui forcément vont être plus importantes que précédemment. Et l'image, on va dire, qui colle un peu souvent à ces typologies-là, c'est souvent une vitesse de travail très très faible. Alors, bon, c'est certes plus faible que ce qu'on a précédemment. Bon, vous voyez qu'on n'est quand même pas sur des choses qui sont totalement catastrophiques, hein. On n'est pas encore avec des vitesses rampantes. Mais bon, voilà, c'est sûr que les débits sont quand même moins importants que précédemment. Donc oui, en gros, les gros points, c'est ce que je mentionnais, donc l'aspect de l'agressivité, mélange terre, débris végétaux. Donc c'est vrai que, je ne vais pas mentionner, mais dans les évolutions un peu qu'il y a eu entre ce qui existait il y a 30 ans et ce qui existe aujourd'hui, notamment le fait d'avoir un dispositif où en gros on a supprimé le rouleau qui est à l'arrière. Donc on a un contrôle profondeur souvent qui se fait via des roues de jauge qui sont plutôt en position avant. Et donc on sort derrière le rotor, au niveau des capots, là en gros un travail qui n'est pas du tout rappuyé, en gros qui est laissé effectivement en l'état, et où effectivement le capot nous permet, voilà, selon qu'il soit ouvert ou fermé, de faire garder plus ou moins longtemps la terre débris végétaux à l'intérieur, donc de façon à avoir un émiettement qui soit plus ou moins important. Donc c'est clair que c'est plus gourmand en puissance, c'est clair que la vitesse d'avancement est plus modérée que ce qu'on a précédemment, et que oui, un peu, je dirais, la chose souvent qu'on met un peu en avant, je dirais, l'aspect d'avoir des semelles de travail qui soient créées dans des conditions de sol qui soient un peu moyennes. Donc certes, c'est quelque chose qui va tourner assez vite et qui peut créer des semelles, mais je dirais, voilà, si on veut de toute façon travailler mécaniquement 100% de la surface, quel que soit le type de pièce qu'on va utiliser, on sera obligé par définition, voilà, d'aller vers ce type d'avoir potentiellement ce type de phénomène-là, et qu'on va dire un peu, voilà, pouvoir nuancer par rapport notamment à l'humidité du sol, enfin en gros à sa consistance ou éventuellement à sa teneur en matière organique. Alors peut-être un truc que vous avez un peu moins en tête, en tout cas qui est un petit peu plus nouveau, là, tout ce que j'ai appelé donc les scalpers avec rotor animé. Donc comme son nom l'indique, ça scalpe, et puis c'est un rotor animé, donc voilà ma définition, en tout cas mon intitulé est très descriptif, mais il ne tient qu'à moi, il n'y a rien d'officiel. Donc en gros, j'aurai une vidéo après, vous avez donc des dents ici de type queue de cochon, donc, qui sont équipées avec des pas de doigts, donc, qui sont là donc, pour travailler sur l'intégralité de la surface du sol. Donc en gros, ça coupe les racines donc, sur 100% de la surface. Et puis donc à l'arrière, donc, on a un rotor qui va être entraîné par prise de force et dont l'objectif va être de reprendre les végétaux qui vont donc, être scalpés initialement par les dents, et donc via la vitesse de rotation, donc de venir les remettre à la surface et surtout d'essayer de séparer au maximum la terre qui est sur les racines. Donc ça c'est quelque chose effectivement en termes de diversité qui est très très restreint et très, on va dire, ciblé, hein. Allez, je dirais peut-être 2 ou 3 constructeurs qui sont là-dessus. Alors on n'a pas mis volontairement de couleur sur les graminées Stacé parce que voilà, on n'a encore pas eu des situations dans lesquelles on était où on peut juger vraiment si c'est plutôt vert foncé ou vert clair comme précédemment avec la fraise rotative, donc on a préféré pas mettre de couleur. Et puis vous voyez que dans les grandes lignes, en termes de caractéristiques, hein, on est sur des choses qui sont assez proches par rapport à la fraise, hein, en gros 12 litres hectares par rapport aux 14 et des avancements qui sont assez proches. Donc effectivement, le gros intérêt, donc, ces séparations terre-racines qui sont donc engendrées par le rotor, c'est donc de venir, vous voyez par rapport à la situation précédente, là où on avait la fraise, c'est le même essai hein, qu'on avait réalisé dans l'Est de la France. Avec la fraise, on avait en gros terre, débris qui étaient découpés et qui étaient mélangés. Donc là, en gros, on a tous les débris, enfin en tout cas tous les résidus de couvert qui sont posés à la surface du sol. Donc voilà, donc forcément, c'est une machine qui est relativement simple à la base, mais du coup, voilà, le fait qu'il y avait un rotor supplémentaire, bon, forcément, va engendrer un léger surcoût, pardon.
Et oui, un truc qui était notifié notamment par des utilisateurs était le fait que voilà, les roues de contrôle mis en extérieur avaient tendance plutôt à repasser sur le passage précédent. Alors, histoire de voir à quoi ça ressemble, là, ce que ça fait. Donc, vous voyez en gros les dents qui sont devant, là, qui scalpent, et donc le rotor qui est derrière, entraîné par prise de force, qui va tourner relativement vite, et qui donc va derrière entraîner un tri densimétrique, donc terre par rapport aux débris végétaux, où voilà, on voit effectivement tous les débris qui sont reposés à la surface du sol et qui sont posés donc tels que sur le sol. Alors ça notamment, c'est des choses qui ont été un petit peu regardées, notamment qui ont été regardées ou qui ont été un petit peu mis au point, notamment par rapport à ce qui est gestion mécanique des vivaces et plus principalement gestion du chien-dent. Donc on avait notamment regardé un peu ce point-là par le passé sur des essais analytiques. Donc là, notamment, c'est un essai qui avait été fait par Arvalis donc dans une parcelle en agriculture biologique, sur entre guillemets, des parcelles d'un partenaire, donc dans le Val d'Oise, où on était sur une population de départ donc, de 30 pieds de chiens-dents par mètre carré, et où donc on a regardé sur un seul passage la façon dont les outils répartissaient les rhizomes sur le profil. Donc est-ce qu'ils en étaient sur des rhizomes plutôt positionnés ici en profondeur, vous voyez, donc c'est la couleur orange, ou est-ce que les rhizomes étaient plutôt ici en surface? Et donc globalement, dans ce qu'on avait regardé, on avait effectivement cet outil vert là qui est, on va dire grosso modo plus ou moins la même chose que celui que j'ai montré précédemment. Donc, en gros, ça scalpe, puis il y a un rotor animé. Ici, légèrement à gauche, là en rouge, avec les énormes pas de doigts, ça c'est un constructeur français qui s'appelle Ecomulch, qui avait développé un outil, je dis pas de bêtises, en 2009 je crois, qui avait été médaillé à l'époque au CIMA, avec un nom un peu évocateur. Il avait appelé ça Glyphomulch. En tout cas, c'était le principe en gros de dire on scalpe et puis on a un rotor animé, donc c'est ça. Et puis effectivement, en comparatif, enfin en tout cas sur des outils entre guillemets un peu plus classiques. Donc ici, un outil type déchômeur 3 rangées avec des ailettes. Donc celui-ci c'est un Pottinger, mais je dirais globalement, vous auriez mis un Terrano ou je sais pas quoi, ou Lemken ou autre. Bon, globalement c'est à peu près la même chose. Hein. Donc en gros, déchômeur 3 rangées, pas de doigts. Et puis ici, donc un outil Morris avec ce qu'on appelle donc la barre désherbeuse. Et où vous voyez effectivement bien en termes de proportion, là, donc en gros la hauteur relative des histogrammes orange par rapport au bleu. Vous voyez bien effectivement que nos deux outils à rotor animé, là, par rapport aux autres, posent effectivement bien en grosse partie les rhizomes plutôt en surface par rapport, par rapport à la situation, enfin par rapport en gros à la position en profondeur, et donc font effectivement plutôt bien ce travail donc de venir reposer tout ça donc à la surface du sol, en vue donc de venir les dessécher avec bien sûr la contrainte climatique qui vient derrière, quoi. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse par rapport aux outils donc scalper rotor animé, donc notamment par rapport à la gestion mécanique des vivaces. Donc par rapport aux outils de travail du sol, je dirais classique à interculture, donc on a à peu près fait le tour, et effectivement, alors qu'on met un petit peu à côté, enfin, pas qu'on met à côté, mais je dirais qu'ils ne sont pas tout à fait sur le même plan de comparaison, donc tout ce qui va être rouleau broyeur. Donc ce matin, je crois que vous avez évoqué le Cultro de Horsch, donc là notamment dans ce qu'on a pu utiliser, je dirais que ce qui se rapproche du Cultro, donc là ici nous on avait eu prêté par l'importateur donc un rouleau de chez Treffler qui globalement est sur le même principe, hein, avec des rouleaux couteaux qui sont jumelés, enfin qui sont couplés, et qui effectivement en travaillant à très forte vitesse donc vont faire cet effet de découpe et puis de travail, on va dire, plus ou moins superficiel. Donc là, par exemple, c'est sur une situation de couvert dans lequel on est passé. Donc c'est vrai que là aussi, en termes d'offres, hein, tout ce qui est rouleau broyeur, rouleau couteau, on en a à peu près de toutes les couleurs. Que c'est des choses qui, globalement, voilà, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, vont plutôt s'accompagner d'une absence de bouleversement de sol, avec une puissance qui est globalement pas très importante. Qui, en termes de débit, on a des vitesses d'avancement qui sont relativement élevées. Hein. Avec ça, donc, on a des consos calculés qui sont forcément très faibles. Alors là, j'en ai mis deux, tout simplement, parce que selon celui-ci qui était en 3 mètres ou celui Lactisol qui était en 6 mètres, avec des vitesses similaires, forcément, on avait des consos qui étaient un peu différentes. Mais je dirais que globalement, voilà, tous les deux partagent quand même le même gros inconvénient, et notamment dans notre situation, c'est quand même un gros point faible, on va dire, c'est l'aspect du contrôle des graminées.
voilà, qui n'est pas du tout assuré par rapport au roulage, donc notamment que ce soit graminé de type adventice ou graminé de type repousse de la culture, donc quel que soit le stade, voilà, qui est globalement le gros souci qu'on a actuellement, je dirais, par rapport à notre situation française. Donc ils vont effectivement très bien marcher pour tout ce qui est destruction des couverts à tiges creuses, hein, des moutardes, des facélies, des févroles, où potentiellement, voilà, on peut aussi très bien coupler ça avec un outil de semis, donc en gros le rouleau devant, le semoir derrière, pourquoi pas, voilà, avec quand même le gros bémol de l'absence d'action sur les graminées. Alors par rapport à cette typologie, on va dire, de machine-là, et pour aller un petit peu dans la parenthèse que Jérôme a commencé à ouvrir tout à l'heure, donc je suis aussi responsable d'un projet qui s'appelle Agile, qui vise à travailler sur les situations d'impasse au glyphosate. Donc on va dire au niveau plus ou moins réglementaire en France, il y a 3 grandes situations qu'on travaille, qui ont été répertoriées, dont une est l'ACS, donc l'agriculture de conservation des sols. Et donc par rapport à ça, on mène notamment des essais où on essaye de regarder divers types d'itinéraires techniques, pour détruire le couvert, et donc on mène la culture jusqu'au bout et on va regarder l'impact sur le rendement. Donc ce que je vous présente ici par exemple, c'est dans ce projet-là, qui s'appelle Agile, ce qu'on appelle donc, des essais d'itinéraires techniques. Donc là par exemple, c'est ce qu'on a réalisé sur l'année 2024. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a 5 modalités. Donc une dite de référence, où en gros, c'est la situation, on va dire, entre guillemets, autorisée jusqu'à aujourd'hui. Donc on a un couvert, on vient, se met en direct, et au préalable, on a fait un glyphosate. L'alternative 1 ici, c'est la même situation de type couvert, sur laquelle on vient détruire avec un roulage et qu'on vient semer en direct. Donc en gros, on est sur de l'ACS sans glypho. Ensuite, les alternatives 2 et 3, vous voyez qu'on est sur des situations où on vient détruire mécaniquement le couvert ici avec un outil de type fraise. Et donc ici, quand je mets ACS barré, c'est que, comme le disait Jérôme, par rapport, entre guillemets, à la définition de l'ACS au sens strict, le fait qu'on s'autorise un travail du sol, je dirais, voilà, nous, entre guillemets, on va dire, nous met, on va dire à côté des piliers de l'ACS. Et puis on est effectivement ici, on va dire en témoin, une modalité de type travail du sol classique, où vous voyez, on n'a pas du tout de couvert, mais on vient entretenir mécaniquement, avec des passages successifs, l'interculture pour qu'elle soit relativement propre. Donc ces essais-là, enfin celui-ci notamment en 2024, on l'a réalisé sur Boigneville, là, donc BG, donc dans 91, donc où on est donc sur une interculture entre une févrole et un blé tendre. Donc on a semé le 8 novembre, où donc on a un couvert composé d'un mélange d'espèces, donc facélie plus le chlorophylltre blé d'or, sans faire de pub. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc voilà, veste du Bengale, veste velue, moutarde. Bon voilà, un couvert qui globalement a plutôt été sympathique, 6 tonnes de matière sèche, environ 125 kg d'azote absorbé. Et vous voyez ici globalement une date de semis. Donc en automne 2023, c'était un peu comme chez vous, c'était assez délicat pour réussir à trouver des créneaux. Donc ici, en gros, date de semis, grosso modo, 8 novembre. Donc cet essai-là, on l'a mené à Boigneville. On l'avait aussi sur un autre de nos sites, qui se trouve ici dans la Meuse, donc à Saint-Hilaire-en-Wavre, où globalement on est exactement sur le même type de philosophie ou de réflexion, donc avec une modalité de référence, une modalité alternative, donc roulage, une modalité ici qui a été travaillée, où il n'y a pas de couvert, qui a été travaillée mécaniquement. Bon, on n'a pas pu faire pour des raisons de non-disponibilité de matériel, on n'a pas pu faire les alternatives 2 et 3. Cette fois-ci, on est aussi sur un précédent colza dans lequel il y avait un trèfle blanc qui avait été implanté en même temps. Donc on est sur une biomasse de trèfle de l'ordre de 3,6 tonnes de matière sèche hectare, et donc on est sur un semis de blé qui se fait également derrière. Et voilà, on est effectivement sur des dates qui sont très différentes par rapport à Boigneville. Est de la France sème globalement beaucoup plus tôt les céréales. Donc là, on est sur du semis du 11 octobre. Globalement, c'était la fin de la période relativement sèche et avant qu'on ait des gros épisodes pluvieux. Donc dans ces essais-là, effectivement, on fait tout un tas de mesures d'adventices en cours de culture, et ainsi de suite. Donc je ne vais pas tout vous montrer. Je vais juste vous montrer en gros les relevés adventices qui sont faits sur les différentes modalités un petit peu avant la récolte. Donc en gros, la notation de salissement avant la récolte, que l'on fait avec ce qu'on appelle la notation de type Baralis. Donc vous voyez ici les deux graphes qui sont côte-côte. Alors on a l'impression qu'ils sont à la même hauteur, donc faites juste un peu attention.
Donc à gauche, on est sur Boigneville, à droite, on est à Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, ici, on est en gros sur une problématique de type vulpin. Ici, on est à 500 vulpins par mètre carré, avant la récolte. Okay. Et en grosso modo, la même hauteur, là, ici, à côté, à Boigneville, donc on est sur une problématique de type régras, où donc là, on est en gros sur environ 15 pieds par mètre carré. Et donc vous avez effectivement, selon les différents blocs et selon les modalités, donc la répartition de ces notes Baralis pour les deux, les deux grandes situations. Donc vous voyez forcément qu'il y a de l'hétérogénéité entre blocs notamment, ce qui est assez classique. On voit notamment qu'on a des choses ici qui sont assez hautes, notamment les trois modalités roulage, enfin les trois blocs roulage là ici à Boigneville, qui sont entre guillemets à la note la plus importante. Vous voyez qu'ici à Saint-Hilaire, ça concerne par exemple une des situations, enfin un des blocs sur les trois, qu'on a deux blocs solnus ici qui sont très sales aussi, par rapport à Boigneville où c'est beaucoup plus faible. Donc vous voyez des choses qui sont assez diverses et variées selon les sites. En termes de note de satisfaction de désherbage, alors je ne sais pas si c'est des choses que vous faites, note de satisfaction, en gros c'est une note qui est attribuée, qui permet de rendre compte de, en gros, voilà, est-ce qu'on considère que la parcelle est suffisamment propre ou pas, ou est-ce que l'état de salissement nous semble correct. Donc c'est une note donc, qui va de 0 à 10, 7 est la valeur seuil en deçà de laquelle on considère que les choses ne sont pas suffisamment clean. Donc vous voyez ici, donc, par rapport à ma NSD, donc ma note de satisfaction, donc la répartition entre donc, les différentes modalités et entre les différents blocs. Et puis j'ai mis ici donc, les valeurs entre guillemets moyennes, ou pour ceux qui sont au fond qui n'arrivent pas à lire, je vais vous les lire. Donc en gros ici vous avez une référence qui est à 5,5, un roulage qui est à 4,8, je vais prendre les extrêmes, et puis ici une situation de type sol nu qui est à 6. À Saint-Hilaire, on est sur une référence qui est à 8, et puis les modalités roulage et sol nu qui sont à 5,3, donc qui sont très largement insatisfaisantes. Donc ça, bien sûr, en termes de rendement, vous imaginez que c'est logique, ça se paye de façon plus ou moins importante. Vous voyez ici à Boigneville, donc on a un impact sur le rendement donc pour la modalité roulage qui est ou pas statistiquement différente selon là où on se positionne par rapport aux autres modalités. L'ordre de grandeur, c'est 7 à 8 quintaux. Vous voyez qu'à Saint-Hilaire, là, c'est beaucoup plus important. On a un delta de l'ordre on n'est pas loin des 20 quintaux, un petit peu moins. Alors il est non statistiquement significatif parce qu'on a une très forte hétérogénéité entre blocs, et puis parce qu'on a, entre guillemets, gardé que quelques modalités sur l'ensemble de ce qui a été fait sur le terrain. Enfin, en tout cas, on n'a sélectionné que quelques-unes. Donc voilà, en gros, par rapport à ce qu'on peut faire donc, dans des situations où on est dans des types, des situations d'impasse, et où on va jusqu'à faire du travail sans glyphosate, donc avec des modes de contrôle dont on sait un petit peu à l'avance qui sont... on va dire qui sont partiels, mais voilà, ça vaut effectivement le mérite de chiffrer ça et d'aller jusqu'au bout du bout. Alors, on a effectivement des choses là sur donc, du blé, on a des essais similaires qui sont faits en maïs, et puis en termes de mesures, là j'ai montré un peu d'adventice de rendement, on a aussi effectivement des mesures sur la fertilité physique via du test bêche, et sur de la fertilité biologique via des mesures faites en labo, donc qui viendront par la suite apporter un petit peu d'éléments à tout ça. Donc effectivement, si on fait très rapide là avec une focale adventice, donc les modalités de type roulage, donc contrôle très imparfait de la flore, et ce après une campagne, donc ça veut dire que voilà, on se fait très rapidement déborder, et que potentiellement voilà, derrière ça peut être très délicat. Donc comme je disais tout à l'heure sur l'aspect fraise par rapport à l'aspect ACS, sur le fait que voilà, ACS au sens strict, dans la définition, on va dire, qu'on se fixe en France, on ne tolère aucun travail du sol. Et puis, effectivement, sur l'aspect sol nu, donc des très fortes hétérogénéités entre sites en termes de salissement, avec des situations qui sont plutôt très correctes sur Boigneville, avec un salissement assez faible, alors qu'on est parti dans le décor de façon extrême pour Saint-Hilaire, par exemple, avec les problématiques de type vulpin. Alors, par rapport à ce que j'ai montré là sur l'aspect outil, et un peu la parenthèse que j'ai fait sur notre projet Agile, là, on va passer sur un autre gros morceau qui est un peu de la modélisation et qui est un peu là pour essayer d'objectiver un peu ce que vous pouvez un peu ressentir, je dirais, sur le terrain, quoi. Donc on a deux gros morceaux. Donc cette fois-ci, là par exemple, c'est tout d'abord une étude sur laquelle on essaye de regarder l'efficacité du travail superficiel pour la destruction des annuelles.
donc qui va se baser sur donc, un grand nombre de données. Donc ici, par exemple, c'est 465 données d'essais qui sont donc issues des essais de Arvalis et Terinovia, donc dans le cadre d'un projet qui s'appelait Agathe, donc sur lequel on a essayé d'expliquer donc, le pourcentage de destruction d'adventices. Donc par rapport à ceci, donc, on va dire on a fait un filtre où on a retenu que du travail du sol superficiel sur 100% de la surface. Donc on a pu effectivement exclure des modalités comme par exemple les labours ou du travail partiel de la surface du sol, et puis d'autres types broyage-roulage. On s'est focalisé sur en gros des cibles de type adventice annuel plus couvert d'interculture, donc on a exclu également ici les vivaces et les bisannuels. Et puis en termes de stade, je dirais on a fait tourner une espèce de moulinette un petit peu complexe là, qui s'appelle modèle linéaire mixte, donc en gros un modèle statistique qui permet de traiter des matrices entre guillemets à trous, où on a considéré différents effets fixes. Donc les effets qu'on a considérés, c'est en gros qu'on imagine avoir un impact en termes de un impact explicatif sur le pourcentage de destruction d'adventices. C'est donc l'humidité du sol au moment du passage, donc qui est exprimée en pourcentage de l'humidité de la capacité au champ. Le type d'outil de destruction, donc ils ont été regroupés en grandes catégories pour faire schématique, donc très simple. Est-ce qu'il est animé ou non animé, ou est-ce qu'on a une combinaison des deux? Un autre point, donc, c'est en gros la famille d'adventices ainsi que son stade. Et donc là aussi, c'est en gros des graminées ou des dicotes, et puis le stade de type Baralis qui va avec, donc stade A, B ou CD. Donc en gros A très peu développé, B un petit peu plus, et puis CD, donc notamment sur les graminées, donc c'est des graminées qui sont talées. Donc un indicateur climatique dont on va revenir après. En gros, c'est les conditions de sol qui sont plus ou moins séchantes après le passage. Et puis, donc, le dernier point, c'est donc l'effet de l'interaction. Donc, c'est en gros l'indicateur climatique croisé avec la famille stade d'adventice. Alors, de tout ça, qu'est-ce qu'on obtient et qu'est-ce qu'on ressort et quels sont en gros les gros enseignements qu'on peut en tirer? Donc, un premier, notamment dans les facteurs explicatifs, donc sur le côté outils, par exemple. Donc, vous voyez ici un classement qui est fait donc, par rapport au pourcentage de destruction, entre donc en 1 ici, donc les outils animés, qui globalement ressortent mieux que les outils non animés. Donc vous voyez, on a A d'un côté, on est B de l'autre, et puis effectivement la combinaison qui, elle, va plutôt être en position intermédiaire. De la même façon ici, si on regarde l'aspect donc des familles d'adventices ainsi que leur stade, donc vous avez donc en premier lieu ici, on va dire dans les plantes qui seront les mieux détruites, donc les dicotes très peu développées, stade A. Ensuite donc les dicotes stade BC. Ensuite les dicotes stade DEF. Et puis donc dans la partie droite, à peu près avec un même type de classement, plutôt les graminées, avec effectivement la cible la plus délicate, qui vont être donc les graminées stade CD, donc talé début montaison. Et puis donc en dernier lieu, je dirais, donc on a effectivement un impact variable des conditions peu séchantes sur les graminées. Donc là, en gros, c'est donc l'effet de l'interaction donc entre donc l'indicateur climatique et puis la famille type adventice. Donc ce graphe ici, donc vous avez un graphe où en abscisse, donc vous avez donc l'indicateur climatique. Donc l'indicateur en gros est centré sur la valeur 0. Si je vais sur la gauche, on a des conditions qui sont plutôt séchantes. Si je vais sur la droite, on a des conditions qui vont être plutôt humides. Et donc ici, en ordonnée, donc vous avez le pourcentage d'efficacité de destruction. Donc vous voyez ici, par exemple, dans des conditions qui sont plutôt favorables, c'est-à-dire un sol qui va être plutôt sec et un outil animé, donc globalement, on va mettre plutôt les très bons paramètres l'un avec l'autre. On a des courbes d'efficacité là sur les différentes adventices qui sont plutôt planes, et on a en gros très peu ou pas beaucoup d'effets en gros des conditions climatiques. On voit ici en vert clair un tout petit peu là, donc notamment nos graminées qui sont très légèrement moins bonnes quand les conditions climatiques sont un petit peu moins satisfaisantes. Donc en gros quand il pleut après le passage, pour faire simple. Si par contre voilà, on va sur des conditions qui sont un peu plus moyennes, c'est-à-dire voilà, type un sol friable avec un outil non animé, ou par exemple un sol semi-plastique et un outil animé, vous voyez que par rapport exactement au même type de graphe, vous voyez qu'on a des choses qui sont relativement similaires ici pour tout ce qui est dicote notamment.
mais qu'on a des phénomènes ici qui vont beaucoup plus marquer le pas, avec des efficacités qui seront beaucoup moins importantes, notamment sur toute la partie graminée, stade B, C et D. Donc on a effectivement des efficacités qui vont déjà être beaucoup moins satisfaisantes par rapport à cette situation-là, par rapport à la précédente, dans des conditions moyennes qui, très clairement, voilà, sont très souvent les conditions qu'on va retrouver, en gros, automne ou courant du printemps. Il faut bien avoir, effectivement, ça en ligne de compte. Et puis voilà, un troisième cas type ici, qui, par exemple, vont être des conditions peu favorables. Donc là, ici, type, par exemple, sol semi-plastique et outils non animés, où, voilà, on voyait très clairement, voilà, nos graphes qui continuent à évoluer et qui, voilà, montrent, en gros, le même phénomène que précédemment, mais avec une amplitude beaucoup plus marquée. Voilà, où on voit encore plus nettement les efficacités qui sont très, très fortement dégradées, notamment par rapport à nos graminées. Donc de ce travail-là, globalement, ce qu'on en tire, c'est notamment deux grandes typologies d'adventices qu'on va considérer faciles ou difficiles. Les faciles vont plutôt être tout ce qui va être dicote sur lesquels l'effet du climat a très peu d'impact, où on a des lignes qui sont plutôt assez, on va dire, assez horizontales, et des adventices de type difficile, donc qui seront plutôt effectivement les graminées, notamment un peu développés, sur lesquels on a besoin d'avoir des conditions météo séchantes derrière, et donc ça va nous imposer, en tout cas nous obliger, voilà, à considérer des modèles où on a des conditions météo qui permettent de dessécher ces adventices-là. Donc ce travail ici préliminaire qui a été fait, en fait on l'utilise in fine dans un modèle qui s'appelle JDISTAS. Donc JDISTAS, c'est un modèle informatique qui travaille avec des données de type climatique, des données sol, des données d'itinéraire technique et des données, on va dire, mécaniques de machines, et qui nous permet d'appréhender en gros le nombre de jours disponibles pour faire une opération donnée. Donc là, l'opération qui nous intéresse, c'est l'opération ici d'essai de destruction de couverts, enfin en gros de destruction mécanique. Donc on va effectivement choisir une opération, on va essayer de cibler sur une période, et effectivement se poser la question de quels sont les adventices sur lesquels on va cibler le travail, sous-entendu, est-ce qu'on est sur des adventices faciles ou difficiles. Donc ce modèle-là, en gros, pour faire simple, il va donc avec des données climat, sol et ITK, simuler au jour le jour un état hydrique du sol, donc via un modèle en interne. Ce modèle-là, en gros, va nous dire à un pas de temps journalier quel est l'état de consistance du sol, est-ce qu'il est dur, friable, plastique. Ensuite, on va aussi, avec nos données climatiques, donc venir calculer des données, donc notre fameux indicateur climatique, donc en gros des données qui vont nous permettre de savoir si on a une dessiccation qui va être plus ou moins intéressante. Donc vert, en gros, on a des données météo plutôt sèches post-opération, donc en gros on va être capable de dessécher les adventices qu'on aura détruites. Si je suis dans le rouge, on va être plutôt humide. Et puis le troisième autre gros module ou morceau qu'on a ici, c'est donc un indicateur de tassement. Donc celui-ci, en fait, il est calculé avec un modèle que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Terranimo, qui est un modèle danois, dans lequel, en gros, on rentre les caractéristiques du sol, on rentre les caractéristiques de la machine, en gros, tel tant de tonnes, telle largeur de pneus, et ainsi de suite. Et donc, il va nous calculer effectivement un indice de tassement. Et donc, ce sont donc ces trois indices-là cumulés qui vont nous permettre de dire, voilà, si on a, donc in fine, un jour qui va être disponible ou pas. Donc on a tout un tas de règles de décision qui sont derrière et qui vont nous permettre, voilà, de dire si un jour donné va être effectivement disponible pour la destruction, pour la destruction mécanique ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait tourner effectivement de façon large, donc sur un nombre d'années climatiques relativement importantes. Souvent, on est effectivement sur des scénarios de l'ordre de 20 ans, où donc, en gros, on sort un résultat avec l'état de disponibilité des jours au jour le jour, et donc qui, au final, donc, sont agrégés. Donc, on décide de travailler, on décide souvent de travailler sur une période de temps, donc à l'échelle de la décade, donc c'est-à-dire qu'on va donc séparer chaque mois en 3 décades. Et donc, on va retenir derrière 2 critères principaux en termes notamment de niveau de risque, que sont la médiane et le décile 2. Je ne sais pas si ça vous parle, médiane, décile 2. Médiane, en gros, c'est réussite dans 50% des situations. Décile 2, c'est réussite dans 80% des situations. Donc le type de graphe qu'on a, c'est un truc comme celui-ci. Alors ici, en gros, le mont 0, là, donc vous avez donc ici donc, le nombre de jours disponibles par décade, donc bon, logique, on va de 0 à 10. Ici en abscisse, là, donc, vous avez donc, les décades. Donc là, ici, on commence au mois d'août. On fait toute notre année, puis on termine en juillet.
Donc vous voyez globalement, dans un premier temps, déjà l'allure globale. Donc l'allure globale, c'est de dire qu'on a un nombre de jours pour faire la destruction relativement important en été. On va arriver à une période automnale où on va descendre. On est en hiver où on va avoir un nombre de jours très faible, voire selon les situations quasiment nulles. Au printemps, on va à nouveau remonter et on va regagner, je dirais, le plateau en gros sur juin-juillet. On va venir rejoindre ici en août. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit globalement? C'est, vous avez ici notamment en très plein, donc les flores qui sont dites difficiles, donc les flores de type graminées, par rapport ici aux situations en pointillés, où on a les flores de type dicote. Et donc l'explication entre, on va dire, les courbes qui sont très basses ici, par exemple, pour les graminées par rapport aux dicotes, c'est notamment notre indicateur climatique est nécessaire. Donc pour détruire des graminées, on sait qu'on a besoin d'avoir un certain nombre de jours sans pluie. Et donc voilà, c'est ce qui explique on va dire la différence entre les deux. L'autre phénomène, alors peut-être que vous ne le voyez pas très très bien de là où vous êtes, en gros on a des courbes qui sont ici donc avec des triangles qui représentent ici la médiane et ici qui représentent le décile 2 donc avec des ronds. Et de façon assez logique, hein, si on dit on veut une réussite si on veut réussite dans 50% du temps, donc ici notre médiane, vous voyez à peu près, on va situer ici, par exemple pour les adventistes faciles, là, on va avoir un nombre de jours travaillables, enfin un nombre de jours disponibles relativement élevé. Forcément, si je mets une contrainte supplémentaire et je dis non, c'est plus 50% des situations, mais c'est 80% des situations, bah, on va effectivement avoir un graphe qui cette fois-ci va être plus faible. Alors ceci, ça nous permet notamment d'arriver à faire des calculs qui sont relativement intéressants, notamment par rapport aux périodes qui sont un peu les périodes critiques. Hein, très clairement, c'est en gros automne, et puis ça va être en gros la période de type printemps. Donc là, par exemple, vous avez ici un calcul qui a été fait sur donc, un type de sol type limon battant, ou en gros avec un faible pourcentage d'argile, donc qui grosso modo correspond à peu près à ce que vous avez. Sur la station météo de Valenciennes, donc qui a priori est à peu près cohérente au niveau météo par rapport à votre situation. Alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais effectivement ce qu'on avait retenu au niveau terre animaux, donc au niveau mécanique, c'est un tracteur de type en gros 180 chevaux, ordre de grandeur 8 tonnes, 8 tonnes 8, donc c'est un tracteur qui notamment au niveau français est globalement ce qui se vend aujourd'hui en neuf. Donc ce qui est important plus que la marque, hein, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est surtout l'aspect du poids, en gros et des pneumatiques, donc plutôt avec des pneumatiques relativement importantes. Donc vous voyez ici par exemple pour la période du 1er au 30 octobre, donc les jours disponibles donc, pour faire de la destruction mécanique. Donc vous voyez ici on va de 2004 jusqu'à l'année 2022 et donc vous voyez l'évolution de ces jours-là. Donc on voit effectivement une extrême variabilité, hein, comme ce qu'on peut, on va dire, connaître on va dire, sur le terrain. Et donc, qu'est-ce que sont les médianes et les déciles 2 dans le cas de figure? Voilà. Donc la médiane, elle est ici, par exemple. Donc c'est donc la valeur qui va séparer donc, la série de données en deux, donc autant de données au-dessus que de données en dessous. Donc en gros, si je considère cette période-là du 1er au 30 octobre, j'ai en gros 10 jours disponibles si je considère la médiane. Alors après, est-ce qu'on va considérer d'aller travailler avec un niveau de risque de 50%? Peut-être pas. On va peut-être plutôt préférer quelque chose avec un niveau de risque qui soit plus faible, donc avec un niveau de risque de 20%, donc une réussite de 80%, donc avec le décile 2, et donc le décile 2 est ici. Et donc le décile 2, ça se traduit effectivement par un nombre de jours, ici, vous voyez, de 4,6. Donc voilà, ce sont donc ces deux notions-là qu'on utilise effectivement très souvent. Donc sur un niveau de risque relativement faible, donc en gros réussite dans 8 années sur 10, décile 2, et cette fois-ci donc effectivement la médiane, donc réussite dans 50% du temps, donc avec dans le cas de figure ici, donc en gros un nombre de jours disponibles de 10 jours. Donc là ça veut dire qu'en gros sur la période du 1er au 30 octobre, grosso modo on peut, on va dire clairement entre guillemets, tabler que sur 5 jours pour faire un travail mécanique dans des bonnes conditions de réussite pour notamment viser des adventistes difficiles. 5 jours sur 30. Ça vous semble cohérent, pas cohérent par rapport à ce que vous faites, ou on est complètement à côté de la plaque? Non? Ou ça vous semble correct? Ça semble correct, mais c'est compliqué, quoi. Ça veut dire que c'est effectivement relativement compliqué, et oui, oui, tout à fait, c'est clair. Donc là, on était effectivement sur la période automnale. On a effectivement le même type de calcul. Donc là, par exemple,
on a pris une période de printemps relativement précoce, où, grosso modo, je ne le refais pas, avec le même type de calcul, vous voyez, on a des données qui sont assez similaires, environ 4,6 en décile 2 pour la période, en gros, de 1 mois, donc du 20 février au 20 mars, et en ordre de grandeur de 9 jours en termes de médiane. Et vous allez voir que voilà, dès qu'on va passer sur la période d'après, donc qui cette fois-ci est la période du 21 mars au 20 avril, vous voyez que les choses évoluent énormément, où de 4 jours, là, on passe à 16, et tout à l'heure, on était à 9. Ici, cette fois-ci, effectivement, en médiane, on passe à 22. Donc avec là, clairement, voilà, des possibilités beaucoup plus importantes pour faire un travail mécanique en conditions satisfaisantes et voilà, des opérations, du coup, qui ne seront, entre guillemets, plus de type opportunité, mais qui seront beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Donc là, on s'était effectivement focalisé sur dire, on calcule un nombre de jours sur une période donnée, dans des périodes qui sont, on va dire, un peu délicates. Une autre façon aussi de représenter ça, c'est de, toujours avec le même type de graphe, c'est de représenter cette fois-ci, non plus donc un nombre de jours par période, mais de représenter à partir de certains seuils, on va dire, donc les seuils qu'on a pris ici, ce sont donc les seuils de 2 jours et de 4 jours par décade, où on considère, pour vous la faire très simple, que si on est à plus de 4 jours par décade en décile 2, donc on a du passage qui se fait, qui est possible et qui se fait relativement facilement, donc ça va être ici les périodes vertes. Quand ensuite on va être en dessous des 4 jours par décade, mais au-dessus de 2 jours par décade en médiane, donc ça va être les périodes vertes, on considère qu'on a encore du travail possible, mais que cette fois-ci on est plus sur de l'opportunité, 2 jours par décade en médiane, c'est effectivement très très faible. Et puis quand on est ici dans la période rouge, on considère qu'on n'a plus de possibilité, on va dire, de faire du travail de façon facile, puisqu'on est en dessous de 2 jours par décade, donc avec effectivement notre décile 2. Donc je dirais les seuils qu'on a mis sont des seuils entre guillemets un peu arbitraires qu'on a fixés. Et donc l'idée là, c'est d'essayer de fixer des grandes dates sur, en gros, à partir de quand je passe de travail facilement réalisable à travail réalisable par opportunité et à des situations où c'est beaucoup plus délicat. Et donc en gros, ça nous sort un truc de ce type-là. Donc ça veut dire qu'en gros, on passe de situation, on va dire, facile pour faire du travail mécanique, ici en vert, à je peux faire du travail mécanique, mais que par opportunité, à partir en gros de la 2e décade de septembre. Donc effectivement, c'est quand même relativement tôt. En gros, dès le début novembre, on sait des situations qui vont être hyper aléatoires, très très faibles, et dont on aura beaucoup de mal à mettre en œuvre, on va dire, de façon un petit peu programmée. Donc ça va être concerné effectivement toute la période hivernale qu'on a ici en partie basse, là, et où on va effectivement à nouveau retrouver des choses avec un petit peu de possibilité de travail, à partir en gros de la période dans laquelle on est aujourd'hui, en gros fin février, là, donc en gros 3e décade de février, donc avec effectivement à nouveau de l'opportunité pour faire du passage jusque grosso modo première décade d'avril. Et voilà, et cette fois-ci, effectivement, à partir des premières décades d'avril, plutôt des situations qui vont pouvoir se faire à nouveau de façon effectivement un petit peu plus simple. Alors, si j'essaie de résumer un peu ce que j'ai dit, donc effectivement, globalement, effectivement, plutôt un recours à plus de travail du sol, qui va se traduire effectivement en termes de charge de méca, bien sûr, en termes de temps de travaux, consommation de fuel, gaz à effet de serre. Ça peut effectivement aussi engendrer des modifications de période de travail du sol. Donc Jérôme en reparlera après par rapport aux aspects de changement de rotation ou d'intégration des gestions différentes des couverts. Que je dirais globalement, le fait de se focaliser sur du travail du sol par rapport à la nécessité de détruire les adventices peut avoir des conséquences diverses sur la période d'interculture, notamment par rapport aux différents types de situations qu'on peut imaginer, sur notamment, ici par exemple, travail superficiel effectivement réalisé à l'avance qui peut compliquer le semis en conditions humides, de faire du travail pour gérer les adventices en situation sèche où, typiquement, avant un colza, on peut dessécher le lit de semence, on peut créer des problèmes ou faire des excès de terre fine qui peuvent se traduire par de la battance ou de l'érosion. Et de la même façon, de l'aspect de perturbation du sol au semis ou juste un peu avant le semis, effectivement, on le sait très bien, qui a tendance effectivement à plutôt favoriser les levées d'adventices.
Donc globalement, c'est vrai que si on regarde ça de façon un peu macro, plus de travail du sol, bah, potentiellement, c'est vrai que voilà, c'est pas forcément très compatible avec les couverts végétaux, dans la mesure où voilà, on va devoir, on va dire, faire un petit peu le choix entre les deux. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, on va être plutôt sur un milieu perturbé qui va être globalement un peu moins favorable à de la biodiversité. Et puis c'est vrai aussi, on en reparlera peut-être un petit peu après, sur l'aspect notamment agriculture de conservation des sols au sens strict, où voilà, très clairement, effectivement, l'absence de dérogation. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas de mode on va dire, de contrôle ou de destruction des couverts avec de l'efficacité, notamment sur les graminées. On n'a pas de mode de contrôle qui sont, on va dire, satisfaisantes. On a parlé un peu de roulage tout à l'heure, ce matin. On touchera 2 mots par rapport au désherbage électrique. Je dirais, voilà, on n'a pas des choses qui sont franchement super intéressante, et voilà, on a effectivement plutôt, je dirais malheureusement, le levier de travail du sol qui est, je dirais, en l'état actuel, le seul qui est possible dans ces situations-là, quoi. Donc je ne sais pas quelle heure il est, j'espère que je n'ai pas explosé le timing. Je vous propose qu'on s'arrête là pour la partie du matin. S'il y a des 3 questions ou autres, je veux bien y répondre. Et puis de toute façon, si on ne peut pas faire tout le tour, on pourra effectivement en discuter après